Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 45 du Brap Show où on va parler de Redburn avec Mr. Brap. Bon allez c'est bon j'arrête, on s'est bien marré. Si je fais ça pendant une heure je vais vous saouler. Merci évidemment à MGT Design et MGT Design Racewear d'être avec nous depuis le début. Ça y est, on a réussi à contacter le vainqueur de la tenue. Les choses sont en route. Peut-être que certains ont vu ça sur la story Instagram. Mais donc voilà, MGT Design Racewear est en train de confectionner la tenue du vainqueur du concours qui a eu lieu pendant le Supercross. Nous, comme je l'ai dit, on va parler Redbud, mais pas que. Et donc avec moi, comme toujours, pour en parler, Mr. Brap et ses 17 500 abonnés. Non, 400. Ah, 17 400. Je me souvenais que c'était 17 300 la semaine dernière. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, j'y vais y mettre 200 en une semaine, on va voir. Bon, c'est pas grave, j'ai été un petit peu optimiste. Et Clément, je te laisse la parole. Redbud, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. On commence par quoi ? Je sais pas, parce qu'on peut quand même le résumer assez facilement, assez rapidement pour les 450. Jet, encore et toujours plus que jamais. Et par contre, en 250, fébrile, la grosse bouche a été fébrile cette fois-ci. On l'a pas entendu jaser derrière. Quoique si, il a fait un TikTok quand même en disant que lui, il avait perdu de l'aura, moins 500 d'aura, mais c'est pas grave, un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais ça avait l'air un peu sarcastique. Il disait ça en retournant en version de jet privé, c'est ça ? C'est ça. Et donc, je pense que c'était quand même un petit clin d'œil, genre en mode parce que voilà, Jet, on disait tout ce qu'il avait gagné de l'aura avec sa célébration. Qu'il farme de l'aura. Voilà. Et donc ouais, il y a quand même, mais un peu moins. C'était quand même plus petit, donc c'était sarcastique, c'était toujours regarde, je l'ouvre quand même, mais voilà, il l'a ouvert une petite fois, je crois, d'après ce que j'ai vu, une petite fois comme ça, et c'était pas directement, ouais, il y a un chauve qui parle qui essaie de reprendre mes mimiques et tout. Là, il était un peu plus tempéré. Bon, je connais pas trop la tranche d'âge de la communauté qui nous suit, mais pour les plus âgés d'entre nous qui sont pas trop sur TikTok, ils vont rien comprendre à tout ce dont on vient de parler, avec moins 500 d'aura et tout ça. Mais bref, non, je suis pas d'accord avec toi. Il y a quand même plein de choses dont on peut parler en 450 aussi, parce qu'il y avait quand même le retour de Chase Sexton. Oui. On a eu un all shot de Jorge Prado. On a eu la casse mécanique d'Eli Tomac. Ouais, c'était Yam quoi. Donc, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que Digent a déjà montré qu'elle est fébrile, la Yam. Cooper Webb a eu une casse mécanique à la première épreuve. Voilà, il paraît qu'elle a des poneys. C'était très similaire d'ailleurs. Il paraît qu'elle a des poneys, mais des poneys avec les jambes un peu fragiles. Donc, c'est bien beau d'avoir un poney puissant, mais s'il ne va pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Je crois que Mosman aussi a eu des soucis de moteur depuis le début de l'outdoor. Et c'était Kotichok aussi qui a eu un petit problème à la première épreuve sur sa Yam. Donc ouais, c'est vrai que moi j'étais dégoûté pour Tomac évidemment. Après de toute façon ça partait quand même pas super bien. Bon, il revenait se rapprocher de la 3e place. Je pense pas qu'il serait allé chercher Hunter. Je suis à peu près sûr qu'il serait pas allé chercher Jet. J'ai l'impression que est-ce que c'est Tomac qui régresse un peu là depuis la fin du break, ou est-ce que c'est juste que lui il est au même niveau depuis la première épreuve et Jet et Hunter qui ont vraiment enfin trouvé le réglage et repris de la forme aussi, parce que Jet on sait qu'il a repris la moto un peu plus tard. À ton avis, d'où est-ce que ça vient cet écart de résultats qui semble s'agrandir ? Je pourrais ne pas me mouiller en me disant c'est un peu des deux, mais je vais me mouiller en disant que c'est Thomas qui régresse un peu, je pense. Je pense qu'il a pris 2-3 gifles quand il était au top et presque dans la roue de Jet, justement, dans les premières épreuves. Et je pense qu'il a vraiment tout donné. Il a été au sommet de sa forme à ce moment-là, et qui se sont conclus par des petites chutes parce que il poussait vraiment jusqu'à sa limite, jusqu'à aller au-delà de sa limite pour suivre Jet ou même pour remonter un peu sur lui. Quand Jet, selon moi, n'était pas encore à sa limite, lui, pour le coup, tu vois, qu'il en avait toujours un peu plus sur le capot si jamais Tomac avait été en mesure de le doubler. Donc ouais, je pense qu'il a pris un coup au moral et que depuis s'il part pas devant, en fait, je pense que ça va être le Thomas qu'on connaît un petit peu, justement. Il n'y croit plus. Quand en Supercross, il prenait un mauvais départ, c'est rare que tu le voyais remonter tout le pack et s'arracher, même pour une 6e place, tu vois, vraiment s'arracher. C'est soit il est vraiment au-dessus et du coup, il va le faire et il nous fait une position de fou. Mais le juste milieu, je trouve qu'il n'y a pas. C'est soit il finit 14 et vas-y, ça me saoule, j'en ai marre, j'y arrive pas et voilà, je lâche l'affaire, en fait. Soit vraiment, je me transcende et c'est pour finir sur le podium, pas moins, quoi. Et donc là, je pense qu'on est un peu dans cet état d'esprit-là. C'est que s'il part dans le bon wagon, juste derrière lui ou devant,
il va s'arracher pour aller gagner, prendre des victoires, etc. Mais déjà, je pense que niveau championnat, je pense qu'il y pense même plus trop. Et que voilà, maintenant, l'objectif, c'est un peu d'aller prendre des manches à Jet. Et on ne sait jamais encore ce qui peut arriver. Hein, une blessure, une casse mécanique. Ou voilà, ça, alors, casse mécanique, un peu moins parce qu'il n'est pas sur Niam. Mais la blessure, on a vu que ça pouvait le toucher quand même, les Lawrence. Donc, ouais, je pense que mentalement, on a appuyé sur un endroit là chez Tomac et qu'il doit y avoir peut-être un peu moins de motivation. Enfin, c'est comme ça que je le perçois de l'extérieur. Encore une fois, je me fie même pas à une interview, à ce que lui dit. C'est vraiment comme ça que j'imagine la chose. Tu penses que s'il part devant, alors là, il croit en ses chances et donc il va y aller à fond. Ouais. Et que s'il part 7 ou 8 comme il le fait souvent, voilà. et qu'en plus Jet est devant, et il va plus être déjà un peu découragé et que il va rouler sans même vraiment donner tout ce qu'il a, quoi. Et on en parlait déjà en plus quand c'était Sexton. On parlait de Sexton mentalement, quand il voit Jet devant, quand il n'est pas devant, quand Jet est là sur le terrain et quand il n'y est pas. Et tu vois, je pense que c'est vraiment ça pour Tomac, parce que sinon, s'il n'y avait pas de Jet, je pense que tous les autres, il sait que je peux les battre et je suis souvent au-dessus d'eux aussi. Tu vois, au final, c'est dans la hiérarchie, si on faisait un classement, on le mettrait devant eux. Même à Hunter, voilà, il l'a battu pas mal de fois. Il s'est fait battre aussi. Voilà, c'est peut-être un peu kiff-kiff au final, leur niveau là. Mais il sait qu'il peut le battre, etc. Que Jet, il met vraiment quand même la barre haute. Il est là tout le temps, toutes les courses. Et ça, mentalement, tu dis, mais même quand il fait une erreur, il finit par être là. Donc, En fait, tu penses qu'il a accepté dans sa tête, qu'il reconnaît, ça y est, c'est clair aussi pour lui, que Jet est meilleur que lui, quoi. Ouais, avant de commencer l'outdoor, c'était peut-être je pense que je suis au niveau et je vais essayer de le battre et on doit être à peu près au même niveau. Et que là, en fait, il s'est rendu compte que non, Jet, il est devant et il faut essayer de le rattraper, mais pour l'instant, il y a un gap. Et c'est surtout, je peux le battre. Tu vois, avant le championnat, je sais que je peux le battre et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux le battre sur une épreuve. Tu vois, sur une course, sur une épreuve, mais je peux pas le battre sur le championnat. Il est trop régulier. Tu penses que d'ici quelques courses, Thomas qui dira deuxième derrière Jet, c'est super parce que c'est le meilleur pilote du monde. Non, mais surtout ce que je me suis dit, c'est que j'espère que ça va pas remettre en question l'avenir de Thomas, du coup, qui, je pense, le Supercross, d'avoir gagné, d'avoir été au rendez-vous au début du Supercross, tu vois, là justement motivé à se dire mais je repars en fait pour 2 ans. Là en Supercross, je me suis jamais senti aussi bien, donc on y retourne. Et que au final, ça va pas qu'il va pas se dire. En fait, sur la longueur, voilà, j'ai eu un petit coup d'éclat au début quand les autres, ils étaient peut-être pas encore bien réglés, bien au point, etc. Mais sur la longueur d'un championnat, finalement, alors je peux peut-être encore gagner une course l'année prochaine, 2 courses, 3 courses, tu vois. Mais est-ce que je peux encore gagner un championnat au final, tu vois Après, je pense que Jet est moins intouchable en Supercross qu'en motocross. Donc peut-être que Tomac, ça l'orienterait plus aussi peut-être sur des contrats SX Only pour les 2 prochaines années. Même si après, ça reste quand même difficile d'être. Il y a des pilotes qui l'ont fait avant ça, hein, mais tu vois, du coup, tu fais que le Supercross. Après, tu reviens en septembre pour essayer de gagner le Super Motocross parce qu'il y a quand même des sous à prendre là. Et que c'est que 3 épreuves. Mais si tu n'as pas roulé de l'été, alors que les autres roulent de l'été, ils arrivent quand même vraiment plus déjà dedans pour le Super Motocross. Donc, je sais pas trop, effectivement, quel serait son état d'esprit à ce niveau-là. Et j'espère aussi que ça va pas remettre en question ses ambitions pour le futur. Mais j'espère qu'il va regarder la deuxième manche de Jet 2 fois par jour, tous les jours, avant et après l'entraînement, Tomac, pour se motiver un petit peu et voir quel genre de vitesse il faut aller chercher, quoi. Parce que là, en deuxième manche, Jet, il a montré à la terre entière, quoi, tout simplement. Et en vrai, tu vois, je me suis dit, elle est folle, la deuxième manche de Jet, mais Sexton nous a fait quand même un peu la même chose l'année dernière, où il revient de la 40e place à la première. Et je sais pas pourquoi, mais en regardant la course, en écoutant les commentaires et tout, tu as limite l'impression que là, de 18e à premier de la part de Jet, c'était plus impressionnant. Alors, il faut dire que Jet, du coup, vu qu'il repart quand même de moins loin que Sexton, il n'a pas eu besoin du dernier tour pour aller chercher la première place. Il a mis, je crois, à un moment donné, 14 secondes quand même à Justin Cooper, qui était en seconde position. Donc bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était quand même fort de la part de Jet. Mais au final, je retiens quand même la performance de Sexton l'année dernière, plus sa deuxième manche là qui était aussi assez bonne. Et je me dis que bien que Jet a été extrêmement impressionnant, le retour de Sexton nous laisse espérer qu'il y ait quand même de la bataille encore un petit peu devant cet été. Je voulais juste revenir sur Tomac. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème, aussi, un petit manque de remise en question, parce qu'il est arrivé très préparé
pour une fois sur le motocross, et que du coup, tu vois, peut-être qu'il y aurait des ajustements au niveau de la moto à faire ou au niveau de sa préparation, j'en sais rien. Mais tu vois, peut-être comme il était dans une bonne posture, une bonne position, il s'est dit, c'est bon, la moto, elle me convient, je vais juste faire des tours dessus, faire mes manches, physique, tout ça, et maintenir, en fait. Et peut-être que ça vaudrait le coup de repartir en testing et d'essayer de voir, en fait, sans qu'il y ait de grosses faiblesses sur l'auto, voir s'il ne peut pas améliorer quand même. Ouais, peut-être. Parce que là, avec l'écart de niveau, est-ce qu'il peut tout compenser juste en pilotage ? Non, mais à la fois, je vois pas non plus des réglages moto révolutionner sa moto et lui permettre de finir devant. C'est juste. Bon. Non, ça va être dur. Jet, première manche, facile comme d'hab. Deuxième manche, on vient d'en parler. Je sais pas, quelque chose que tu veux ajouter ? Que moi, ça me fascine quand même les passages qu'il fait. Et j'ai vraiment l'impression, je sais pas si c'est du coup, parce que si c'est. Quand il est tout seul, tu as vraiment l'impression qu'il déroule et que c'est facile, qu'il roule comme toi et moi le dimanche matin, tranquille. Voilà, c'est pépère, il fait poète-poète, quoi. Il s'amuse. Moi, je pousse le dimanche matin. Il vient là pour s'amuser. Et par contre, quand il était deuxième, là, tu vois, et pourtant, il a quand même ce pilotage fluide et du coup, ça fait pas agressif, tu vois, ça fait pas le mec qui force et tout. Mais il y a quand même plus d'intensité. Ouais, et tu vois, mais justement, c'est ça ce que j'essaie de me demander. Est-ce que, bon, c'est sûr qu'il doit en mettre un peu plus quand il est là à doubler dégâts, mais l'extérieur qu'il fait sur Cooper, c'est de la folie, l'extérieur qu'il prend, tu vois, tout debout, là, comme ça, comment il va comment il met les watts dedans. Et comment il le tape. Parce qu'il tape l'extérieur, mais il reste en position, pas, il la colle dessus, tu vois. Il absorbe bien et bien ça debout, et ça bouge pas. Et vraiment, ouais, c'est impressionnant la vitesse justement qu'il met là, à ces moments-là. Et je sais pas du coup si au final il passe un peu comme ça tout le temps. Alors il prenait pas l'extérieur, donc on peut pas vraiment comparer avec ses passages quand il est tout seul. Ou si ça contraste parce qu'il est à côté de quelqu'un qui va déjà de base vite, mais moins vite que lui. Et du coup, tu vois, la perception, c'est aussi ça, du contraste entre... Enfin, tu vois quelqu'un passer devant un arbre qui est à 10 km, ça te fera pas la même sensation que si tu le vois passer à 2 cm de cet arbre-là, quoi, tu vois, et qui passe à 100 km/h. Donc, c'est ça, tu vois, que je me demande. Et encore, ça devrait être plus impressionnant, du coup, quand il n'y a personne peut-être à côté, parce qu'on le verrait que tout seul passer super vite. Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est que quand tu le voyais là dépasser les gars, tu vois cette différence de vitesse qui est ouf. Et qu'en fait, comme s'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'obstacle pour lui, quoi. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de choses comme ça, tu vois. Je reprends aussi la fois où Tomac, il était dans sa roue à la première épreuve, dans les vagues, et qui va monter sur l'extérieur. Il va monter au-dessus du talus, du coup, à une vitesse supérieure. Il était juste derrière Tomac, donc il se dépêchait, etc. Et qui est monté tout debout au-dessus du talus aussi, sur ça, comme ça, parce qu'en dessous, tu avais l'ornière, au-dessus, il n'y avait plus de talus, tu vois. Et c'est impressionnant parce que pour le coup, ça, à chaque fois, quand il était tout seul, il passait pas à cet endroit-là sur le talus. Et il est capable de sortir à chaque fois ces trajectoires-là, là, de se lancer dans l'extérieur qui devait sûrement glisser un peu plus parce que personne ne le prenait, cet extérieur-là, et d'aller dessus et de faire un dépassement par l'extérieur dans un endroit qui, a priori, est qui adhère moins, quoi. Moi, ce qui m'a encore plus fait kiffer, c'est comment il a sauté le petit double au bout des vagues, justement, juste avant de prendre l'extérieur dont tu parles. Et tu vois qu'il penche la moto vraiment pour passer au-dessus de la crête, parce que sinon, il en manque un peu. Et tous ces ajustements qu'il fait en direct, c'est quand même... Avec des fois, petit coup de frein à cet endroit-là, paf, coup de frein. Et c'est pareil, quand tu le vois atterrir, comment il fait pour atterrir sur l'angle comme ça, alors qu'il me semble qu'il avait le scoop tire, là. Oui, sûrement. Et elle atterrit sur l'angle. Il atterrit sur une bosse comme ça, où tu vois un petit rebord un peu en sable, et tu te dis, putain, mais là, c'est pareil, c'est millimétré, quoi. Il est un peu au-dessus. La roue, elle part, quoi, tu vois. Genre, tu perds l'arrière. Et lui, non, ça bouge pas, encore une fois, bien debout, le petit coup de frein comme ça, et ouais, c'est tout fluide. Et là, tu vois Digan qui arrive derrière, qui le fait aussi, mais bourrin, quoi, qui raccroche la crête, bam, bam, comme ça, tu vois, c'est quand même beaucoup moins en finesse. Après, en 250 aussi, plus dur d'aller le chercher. Bien sûr. Mais non, franchement, c'est impressionnant. Voilà, en tout cas, une leçon de pilotage de la part de Jet Lawrence. Une autre, j'ai envie de dire. Mais après, tu vois quand même si que dans le pack, il pousse plus et tout. La moto, elle bouge un peu plus. Il y a une fois dans les vagues, il s'est fait un peu sideways, en cacahuète. Droite-gauche, j'ai fait oula. Tu vois qu'il en met plus quand même que quand il est tout seul devant et que là, vraiment... Et puis aussi, tout simplement, il est obligé d'un peu de changer de trajectoire quand il double. Donc, mais je trouve ça impressionnant justement, voilà, ces changements de trajectoire où en fait il teste même pas, il double les mecs comme quand toi dans une manche en ligue ou quoi, tu mets un tour à quelqu'un en fait. C'est le mec à qui tu mets un tour, tu vas tellement plus vite que c'est pas grave, tu peux prendre la pire trajectoire dans ce virage là, mais
t'as une différence de niveau qui fait que même dans la pire trajectoire, tu vas aller plus vite que lui. Et Jett, c'est pareil, mais avec Justin Cooper qui est deuxième de la manche. Et tous les autres, évidemment. Et on va parler un petit peu maintenant de Sexton, mais Sexton, il roulait un peu endormi comme en première manche, et quand il s'est fait doubler par Jett, t'as l'impression que ça lui a mis une fessée et que là, il a dit « Ok, j'y vais », comme si t'avais mis la fessée au cheval et paf, il part au galop. Mais j'ai l'impression qu'il a fait ça dans les deux manches, qu'il fait un début de manche très compliqué aux alentours de la 10e place aussi en première manche, très lent. Et donc là, je me suis dit, putain, on avait parlé sur le précédent podcast, et j'avais dit, je vois peut-être bien concurrencer pour la gagne, enfin voilà, revenir en forme, mais bon, à la fois, il en a manqué. Enfin bon, voilà, j'étais un peu hésitant, mais par rapport à la gagne, et là, quand j'ai vu 10e, j'ai fait, ok, d'accord, super, donc fallait pas compter sur lui. Lui aussi, il vient là et il prend son chèque, il en a marre, en fait, de la KT, il veut plus rouler. Et au final, fin de première manche, il a fini par remonter un petit peu, et je sais plus combien il a fini en première manche, mais c'est pas dans le top 5 qu'il a fini ? Si, enfin je sais pas exactement, mais sur la fin de manche il revient, et moi ce que je me suis dit en voyant ça, c'est que je me suis dit au final il revient, il est pas encore super à l'aise, peut-être qu'il est parti aussi un petit peu, je sais pas, soit peut-être un peu prudent parce que ça fait longtemps qu'il a pas roulé, ou au contraire un peu crispé et qu'il a mis du temps à se détendre, et je me suis dit au final tu vois que il n'a pas non plus pris des vacances et qu'il a toujours son physique et son endurance, parce que face à des mecs qui sont à leur 6e épreuve, lui il arrive, et dans les 15 dernières minutes, dans la deuxième moitié de manche, c'est là qu'il va commencer à doubler des gars qui sont quand même bons, quoi. Et du coup, pareil en deuxième manche, il est dans le pack, il se fait doubler par Jett, effectivement, et sauf qu'après, il l'a pas lâché Jett. Il a doublé les gars avec lui, et vers la fin, il y avait un écart quand il était deuxième Jett et que lui, il est passé troisième, et il revenait sur Jett à ce moment-là. Et ensuite, Jett a passé Cooper, lui, il est arrivé derrière Cooper, et après, il a commis son erreur, mais ouais, j'aurais aimé qu'il doublé Cooper avant. T'es sûr ? Ouais, il me semble que Justin Cooper le repasse quand il est par terre, justement, du coup. Sexton, il était passé deuxième. Mais ouais, du coup, et j'attendais de voir ensuite. Mais je crois qu'il a buté un peu quand même derrière Cooper. On a eu toute l'expérience Chase Sexton dès son retour. Grosse endurance, vitesse de pointe fabuleuse, et perdre l'avant dans les virages. On a tout eu, donc c'est de bon augure, parce que Chase Sexton est de retour, quoi. Ouais, non, mais du coup, au final, ces fins de manche, effectivement, m'ont bien plu, et ça m'a vraiment fait l'ascenseur émotionnel, quoi, avec son roulage. C'est au début excité qu'il revienne, etc. Tu le vois à 10e place, tu te dis, ça avance pas. En fait, il en a marre, il veut changer de team, il veut changer de moto, il revient là juste pour mettre des petits points là, pour le SMX et tout. Et puis au final, fin de manche, boum, ça remonte. Début de manche, deuxième manche, ça redescend. Et puis après, ça remonte. Et du coup, on finit. Bon, ça redescend un petit peu avec la chute, un peu déçu, on va dire. Mais voilà, il a poussé, il a essayé. Et bon, du coup, il perd le podium. Mais à ce stade du championnat pour lui, de toute façon, c'est plus intéressant de le voir pousser et faire une petite chute sans gravité que de le voir assurer une 3e ou une 4e place. Tu vois, parce qu'au championnat, il n'a plus rien à faire. Donc autant y aller. Je veux faire une petite mention spéciale à RJ Hampshire qui finit 3e de la première manche. Avec un bon départ, il a été solide, et c'est quand même, de manière générale, un début de carrière 450 solide pour RJ Hampshire, parce qu'il est dans le top 10 tout le temps. Et puis il n'est pas spécialement un pilote de motocross top 5. En 250, c'était pas fabuleux, quoi. Après, il a souvent été blessé aussi, je crois, pour l'outdoor, mais c'était pas... Quand il est revenu l'année dernière, par exemple, c'était pas incroyable, quoi. De temps en temps, tu l'as vu un petit peu. Il a gagné 2 courses à Redbud, donc c'est un circuit qui lui convient bien, mais c'est vrai que je me demande si c'est pas ses 2 seules victoires en outdoor en 250, il en a peut-être une 3e ailleurs, je sais pas exactement, mais oui, il a pas gagné énormément de courses il en a gagné plus en supercross qu'en motocross. Et je suis d'accord avec toi que je le vois pas comme un spécialiste motocross, et du coup. Mais déjà, je ne vois pas non plus comme un spécialiste du supercross, c'est marrant. Ouais, mais déjà presque tout le temps devant Malcolm, depuis le début de l'année. Malcolm Stewart, pour le coup. Oui, mais Malcolm Stewart, ça reste quand même un pilote 450 établi. Oui, mais là, c'est décevant. Enfin, je veux dire, l'année dernière, c'était des top 5 l'année dernière, quand même. Il se battait avec Ferrandis pour le top 5. En fin d'année. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que l'outdoor de Malcolm est un peu décevant pour l'instant. Mais donc, Hampshire qui fait 3e derrière Jett et Hunter, il me semble, et devant Justin Cooper. Donc, bien, quoi. Et Prado qui nous a fait du coup un all shot. Ouais, c'est bien, mais moi, tu vois, je trouve que quand il est devant, quand il est en tête, il se traîne. Ah ouais ? Tu trouvais même là, en deuxième manche je sais pas si encore une fois, c'est le pilotage qui fait que très fluide, et du coup, tu as l'impression qu'il se balade un peu comme un jet. Donc un peu moins vite quand même, tu vois, mais ça m'a fait un peu la même sensation. J'ai vraiment l'impression qu'il arrive dans les freinages, du coup il pousse pas les freinages, genre la moto qui s'écrase pas dans le freinage, t'as vraiment l'impression qu'il prend tout son temps un peu partout, quoi, tu vois, et même la moto tu l'entends pas,
Le peu de fois où il y avait la pub, je pense, aux US, et que tu n'entends plus les commentateurs, tu entends vraiment que les bruits de moto. Mais lui, des fois, les commentateurs, ils sont en train de crier et tout. Thomas, tu l'entends. Bon, après, voilà, c'est la référence pour bien faire gueuler, c'est la YAM, etc. Mais alors lui, par contre, t'as l'impression qu'il était en rodage un dimanche matin. C'est pour ça qu'il a besoin de chevaux pour avancer vite, parce qu'il ne veut pas dépasser les 2000 tours minute. Ouais, et d'ailleurs, j'ai vu Brock Tickle là, qui a été interviewé, c'est sur le Pulp Show, là, où il disait justement que c'était un peu dur d'entendre ces interviews là, parce qu'il se bouge les fesses justement pour lui donner tout ce qu'il veut. Et que selon lui, ils ont quand même bien progressé sur la moto. Donc d'entendre derrière qu'il n'a pas les outils pour performer, c'est un peu dur à entendre. Et du coup, je pense qu'il s'est fait un peu remonter les bretelles, puisque sur Instagram, il a dit qu'il y avait encore little improvement, donc quelques progrès ce week-end à Red Bud. Et merci Kawasaki USA pour le travail et les gens qui me soutiennent. Mais oui, mais parce que Steve Matthes, il l'avait interviewé comme d'autres après South Week. Et vu que South Week c'était quand même mieux que les courses d'avant, il s'attendait à un peu de positivité de la part de Jorge Prado. Et je vais essayer de paraphraser du mieux possible de mémoire, mais il avait dit quelque chose comme non mais attends, je finis 5e alors que je suis un pilote de sable, tu crois vraiment que je suis pas assez bon pour gagner? Si vous saviez ce qui se passe la semaine, vous hallucineriez, je devrais gagner, et il y a encore énormément de travail, et ça va pas, quoi. Ouais, c'était un peu ça aussi ce que j'avais compris. C'était un pilote de championnat du monde, 4 fois champion du monde, justement. On croit vraiment qu'il vient ici et il se fait botter les fesses. En gros, non, c'est de la faute de la moto. Ouais. Mais bon, ça progresse. Et là, ce que fait maintenant Prado, c'est un peu ce que je l'imaginais faire à ce stade de la saison. C'est juste que je pensais que ça partirait de moins loin, si tu veux. Et je le vois continuer à progresser dans ce sens-là et se rapprocher du podium d'ici la fin d'année. Je ne le vois pas gagner une course parce que je ne le vois pas battre Jet et Hunter à la régulière, Chase non plus. Et il aille, ça dépend de la journée que passe il aille, quoi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, tu as vu le dépassement de Sexton sur Prado? Je crois que c'était en référence à qui peut battre. Tiens, regarde. Tu penses qu'il a pensé à ça quand il l'a doublé? Moi, j'y ai pensé. C'est vrai que le dépassement était légèrement musclé. Mais... Ouais, moi j'ai trouvé agressif. Genre, tiens, retourne dans le championnat du monde. Après, je pense que t'as pas le niveau. Peut-être que ça vient du fait que Prado, il a un peu aussi cette réputation de chicane mobile et que il a dit. Je vais pas passer 3 tours derrière toi parce que tu sais bloquer dans les intérieurs ou quoi. À la fois là, on l'a pas trop vu faire ça. Défensif, donc depuis le début, je pense que justement, il est pas assez à l'aise dans ses bottes pour pouvoir switcher de droite à gauche sur la piste. Je sais pas si on l'a pas un peu vu quand même à Southwick parce que tu vois Thomas qui est revenu très vite sur lui, mais après incapable de le doubler. Non, après, j'ai pas vu d'action de Prado qui était moche. Mais en GP, tu le voyais aller tout à droite, switcher à gauche. En conférence de presse, il a dit, il m'envoyait des projections mieux que n'importe qui. Ouais, on voyait vraiment manger plein la tronche, mais à la fois, après, ça aussi que c'est dur de dépasser parce qu'encore une fois, tu as une trajectoire principale et qui en plus, à force, dégage le chemin sur les côtés, tu vois, enfin surtout vers l'extérieur. Et du coup, tu n'as plus trop l'extérieur qui est viable, donc tu n'as pas 15 000 possibilités pour. Je pense que tu n'as pas plein de spots à Southwick pour dépasser. Et à chaque fois qu'il revenait, en plus, il avait plus de tirants, c'est ça? Ouais, donc il en prenait plein la tronche et puis il voyait plus rien, quoi. Donc et puis on l'a pas vu justement Prado faire des droites gauche comme on a pu le voir faire en GP, c'est vrai. Des fois même sur les sauts et tout. Bon, c'est tout pour les 450. Tu veux mentionner quelque chose? Non, c'est tout. Allez, c'est tout. Du coup, en 250, Yoshimoda doublé pour le patron du HRC qui était présent ce week-end. C'est sa première victoire en motocross en Honda. Ouais. Il a gagné que en supercross avant ça. L'année dernière, il n'a pas gagné une seule course d'outdoor. Ouais. Donc, c'est bien, bravo Joe. Ouais. Il disait que ce qui lui manquait, c'était les départs. Encore une fois, je ne suis pas si d'accord que ça parce qu'il part devant, il se fait quand même doubler par Vial en première manche très vite. Il se fait distancer par Vial sur les 15 premières minutes. Et après, il revient et dépose Tom. Et tu vois, si c'était le départ qui lui avait manqué depuis le début, il serait parti devant, il serait resté devant, tu vois. Et moi, je pense que c'est plus un peu d'intensité en début de manche et pas juste se reposer sur... Parce qu'il a la vitesse et il a le physique, mais il faut peut-être être capable d'enclencher la machine plus tôt, quoi, pour pouvoir performer. Même parce que quand tu pars 5, c'est pas un mauvais départ, tu vois.
Et lui, il partait 5 derrière Digan 4 et il dit qu'il lui manque le départ pour gagner. Voilà, c'est ça ce qui lui manquait. Il lui manquait un bon départ et un mauvais départ du concurrent qui les rafle presque toutes là depuis le début. Ouais, mais le vrai problème, c'est que si tu regardes même si on prend les 2 premières épreuves où Digan fait à chaque fois 1 et Shimoda fait à chaque fois 2, il part, genre Fox Raceway, deuxième manche, il part dans la route Digan juste derrière lui. Et sauf que première moitié de course, Digan, il va de l'avant, il met de la distance entre Shimoda et lui. Et Shimoda, au final, il recolle en deuxième moitié de course. Et pour finir à moins de 5 secondes de Digan. Donc, encore une fois, là, tu vois, le problème, c'est pas qu'il est parti derrière Digan. Le problème, c'est qu'il a laissé Digan lui mettre la piquette sur les 15 premières minutes. Et quand il part devant, il y a moins le temps à Digan de creuser l'écart. Donc tu peux le prendre dans un sens, dans l'autre. Tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ouais, mais tu vois, genre là, il part devant Tom, il se fait doubler par Tom, et juste heureusement que Tom n'a pas le physique de Shimoda, tu vois. De Digan. Ou de Digan, mais. Bien sûr. Oui, non, mais c'est sûr. Après, voilà, ils se renferment tous dans les départs et tout, mais. À un moment donné, il n'y a pas que les départs. On voit bien comment il a roulé Digan depuis le début. Et lui, des fois, quand il n'y a pas le départ, il est quand même capable de revenir, de remonter. Et, voilà. Et puis Jet, il a montré aussi en deuxième manche 450 que voilà, le départ, on s'en fiche parce qu'il part pas bien, il tombe et t'inquiète. D'ailleurs, attends, on parle des 250 là, parce que tu as vu Vial ce qu'il avait mis comme poste après Southwick, justement. Et oui, mais on va en parler des rumeurs concernant Tom Vial et son futur. Okay. Mais oui, j'avais vu. Bon, Tom Vial, première manche, il part devant, il mène pendant 15 minutes à peu près. Je me souviens plus exactement à quel stade il se fait doubler, mais il me semble que c'était à peu près à la mi-manche. Après, il se fait doubler par Shimoda et il finit, je crois, quand même deuxième de la première. Ouais. C'était bien. C'était bon. Attends, parce que Kitchen, il est revenu comme un dog. Ouais, t'as raison. Du coup, il finit 3 Tom. Bah, c'était bien. Surtout la première. Mais tu vois, je trouvais que tu voyais là que Vial, il se donnait. Il y a des fois où il roule et t'as pas l'impression qu'il se donne. Là, ça se voyait, tu vois. Tu voyais que Vial, il donnait. Et alors après, ça suffit pas. Ça arrive. Mais au moins, tu as un Vial où toi, en tant que spectateur, tu l'as regardé rouler et il a tout donné et il s'est fait battre. Mais ça fait plaisir parce qu'il est parti devant. Il a fait un écart. Après, ça n'a pas tenu et puis les 2 autres étaient meilleurs, certes. Mais encore une fois, c'était plaisant de regarder Tom rouler et de l'encourager dans ces conditions, quoi. Ouais, non, c'était mieux, il y avait plus d'intensité et dommage effectivement pour le physique et la fin de manche, quoi. Ouais. Et Kitchen, je l'ai même pas noté parce que j'ai zappé. Tom, dommage pour la deuxième manche aussi. Mais ça, moi, je m'en doutais. Tu vois, avant qu'il remette sur lui, je savais qu'il était par terre. Parce que déjà en première manche, je l'ai vu aller justement, il était moins dans l'extérieur, mais ce virage, il fait ça à chaque fois. C'est le premier virage, donc tout le monde rentre super serré à l'intérieur, et forcément ils remettent les gaz tôt, et du coup ils s'écartent vachement. En fait, ils font le virage à la corde, mais au lieu de rentrer à l'extérieur, ils rentrent à l'intérieur, donc forcément ça décale tout, et ils vont taper le talus. Et donc certains, tu vois, comme Vial, ils sont arrivés vachement droit sur le talus, bam, faire un angle et repartir. Sauf que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui viennent dans l'intérieur et qui font la même chose que toi. Si toi tu fais ton angle là et que l'autre il vient faire son angle là, collision. Et déjà en première manche, je m'étais fait la réflexion, je fais oula, ce premier virage là, quand je vois ceux qui viennent taper l'extérieur avec tous ceux qui arrivent dans l'intérieur, je me dis il est serré. Et ça n'a pas manqué la deuxième manche là, quand je l'ai vu comme ça aller loin et j'en étais sûr qu'il était par terre. Donc quand je l'ai pas vu dans les premiers là de 3-4 alors que c'est là qu'il était sorti, il est par terre et ça n'a pas loupé, c'est bien fait tamponner. Et il est revenu combien du coup? Mais je crois qu'il est sorti au final. Il a pas fini la manche. Il me semble qu'il commençait à revenir. Après, à un moment donné, je l'ai vu 20 ou 21. Et je suis même pas sûr qu'il ait fini la manche. Je me demande s'il n'y a pas eu autre chose après. J'espère que tu te trompes, parce que là, par contre, abandonner là-dessus, c'est pas bien. Puis moi, je l'ai vu passer vite fait dans le Widge Show après la course. Et il boitait pas, quoi. Donc, il avait pas l'air d'avoir mal quelque part. Donc, je veux dire, si t'as pas mal et que la moto, elle roule, tu finis la course. Mais bon, après, ça, c'est peut-être un truc de KTM parce qu'on pourrait parler de Sexton. Pourquoi? Sexton, parce qu'il est un peu froissé, il rate 4 courses, c'est moyen aussi, quoi. Et parce qu'il est tombé et qu'il s'est fait un peu mal à l'épaule. Mais l'épaule, attention, rien de cassé, mais tu vois, une tendinite à l'épaule, par exemple, voilà, une élongation, ou je sais pas tous les termes techniques, mais l'épaule, et puis il faut faire attention à l'épaule parce que si tu guéris pas bien, quoi, après tu es limité dans tes mouvements ou ça peut te traîner une douleur toute ta vie, quoi. Je pense pas que la blessure était si grave que ça pour Sexton, mais bon, on le saura probablement jamais. Kitchen, impressionnant de vitesse. Lui, pour le coup, il lui a manqué les départs à Red Bud.
Ouais, au début, je trouve, on le voyait pas mal justement pousser dans les extérieurs aussi, et là un peu sur l'arrière, comme il aime bien faire. C'était pas mal, ouais. Et puis, cette première manche, parce que je sais plus combien il part, mais revenir deuxième comme ça dans la route Shimoda. Puis, il était 3 ou 4 secondes plus rapide que Shimoda sur la fin de course, je crois, au tour. Je sais pas. Il le mentionnait à la télé, donc vraiment, vraiment impressionnant. Et puis la deuxième manche, c'est dommage parce qu'il est tombé 2 fois, je crois. Donc revenu quand même 19e. Lui, il n'a pas abandonné, il s'est accroché, il a sauvé quelques points. Donc c'est bien. Après, voilà, j'espère, parce qu'il y en a eu une autre comme ça où il roulait bien, puis en deuxième manche, au final, non, il a eu un DNF déjà à la première épreuve en deuxième manche, la chaîne qui avait déraillé. Et si je me demande si c'est pas à High Point, oui, à High Point où il avait bien roulé en première manche, et en deuxième manche, il fait juste une petite chute au départ, enfin dans le premier tour. Je sais pas si tu te rappelles, dans le virage un peu relevé à droite, où il touche la roue arrière de quelqu'un et il tombe bêtement Kitchen. Mais bref, c'était une autre. Ça fait, j'ai le sentiment que ça fait genre deux ou trois fois que c'est un bon jour pour Kitchen et qu'il se passe des choses en deuxième manche qui fait qu'on peut pas voir un bon résultat au général de sa part. Donc j'espère qu'il va corriger ça. On va faire une petite mention spéciale à Jordan Smith qui a volé tout droit en dehors de la piste. Et c'est dommage, on n'a pas vu à la télé l'angle de derrière pour voir plus ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a croisé des ornières? Est-ce qu'il a juste patiné parce que ça avait été arrosé? Mais il a complètement volé, rien à voir à côté de la piste, droit sur la canette. Puis j'espère que c'est pas fait mal parce qu'on les voit pas les câbles, mais c'est un câble qu'il a arrêté au final. La chute était un peu étrange. Ouais, tu l'as vu l'arrêter d'un seul coup là, mais oui, je sais pas pourquoi, il est presque à la perpendiculaire quoi, donc. Après j'ai envie de dire que si tu vois un pilote faire ça et que tu mets une silhouette et tu me dis qui a fait ça, je dirais Hampshire ou Smith. Ça fait partie du personnage, j'ai envie de dire. Ceux qui ont le moins de neurones sur le plateau. Éventuellement, peut-être que ça aurait pu être McAdoo aussi. Mais j'ai l'impression. Putain, et lui d'ailleurs, il fait quoi là? Mais ligament croisé, il est convalescent. On le verra en 2026. Lui, c'est le Jeffrey Arlings, mais avec un peu moins de succès quand même au final à son actif. Ou le Faulkner avec 2-3 ans de moins. Ouais, c'est vrai. Austin Faulkner, c'est compliqué cet été par contre. De temps en temps, je vois son nom dans le classement. Il est rarement dans le top 20, jamais dans le top 10. Et tu vois, c'est ouf. Lui, c'est forcément qu'il y a une régression. Tu vois, le plateau, il n'a pas évolué comme ça, tu vois. Mais parce que c'est ouf de se dire que même. Mais tu sais, ça me fait ça, par exemple, pour un Cooper Webb aussi. C'est des mecs qui en motocross ont été bons aux nations, ils ont été bons quand ils étaient en 2,5, qui sont passés en 4,5. Il a été champion 250 Webb en motocross. Et là, il n'est pas au niveau, tu vois. Non, mais clairement, Cooper Webb, il n'est pas à son meilleur niveau de motocross, même qu'il est déjà connu en 450. Moi, ça me frustre de me dire, le mec, il a régressé. Il est même moins rapide sûrement que ce qu'il ne l'était en 250. Tu mets son fantôme de 250, tu vois, je sais qu'il le mange. Ouais, sûrement, mais... Je pense qu'il a régressé parce qu'il se le permet, parce qu'il s'en fiche un peu en fait. À mon avis, je pense que Cooper Webb, il est dans l'état d'esprit où il a gagné 3 titres SX, dont un cette année. Il garde dans le viseur le super motocross. Ça, c'est quelque chose sur lequel il va vouloir arriver en pleine forme pour pouvoir essayer de gagner le titre. Il paraît que Cooper Webb, il aime beaucoup l'argent en plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est peut-être plus motivé pour marquer des points pour le super motocross qu'un Sexton. Et je pense que dans sa tête, c'est si je pouvais être champion outdoor et battre tout le monde, je serais content. Mais je sais combien ça coûte d'être champion outdoor, à quel point ça demande de se fatiguer quand même. Et j'ai pas trop envie de le faire. À mon avis, après je spécule complètement, mais je voulais parler aussi de Jelix Wall, qui c'est sa 3e course de retour. Et lui, franchement, pour un mec qui revient tout juste à la compétition, c'est hyper solide, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et puis il a la grande bouche qui va avec lui quand même, donc. Ah ouais, j'ai rien suivi de ce qu'il a dit depuis qu'il est de retour, non. Ah ouais, il reparle encore. C'est que ma 3e du course depuis, enfin des trucs honnêtes, mais tu vois que il était là, il criait, il faisait le show, allez plus fort et tout comme ça et tout. Après il disait c'est que ma 3e course, je sais que les gens ils me disaient en gros. En gros, ça jactait sur lui un peu comme un Digan. Là, il se fait plaindre, ça jacte, machin, ça parle, mais c'est que ma 3e course de retour, déjà sur le podium, je m'étais préparé tout l'hiver pour rouler comme un dog, comme un chien en supercross. Et il y a eu cette blessure et seulement 3 courses après ma blessure, après être revenu de ma blessure sur le podium. Donc, je suis content. Merci à Triumph, etc.
Mais ouais, non, avec une grosse bouche comme ça, là, un clip de rap, le truc. Vois, il manquait la grosse chaîne, là, et on était dans le clip de rap avec Jellic. Pour le coup, il a raison d'être content, parce que c'est sûr qu'avec autant de temps à être convalescent et revenir après 3 courses, et j'ai l'impression qu'il tient quand même assez bien les manches, parce que c'est pas il part devant et il dégringole complètement. C'était un petit peu le cas à High Point, mais depuis, ça l'est moins. Évidemment, oui, il perd un peu de place sur la distance, mais je m'attendrais à une plus grosse dégringolade après 15 minutes, quoi. Et on en a déjà parlé l'année dernière, mais pour moi, Jellic Saul, c'est pas un grand pilote ni de motocross ni de supercross. Donc, j'ai envie de dire que 3e, c'est ce que je le verrais faire genre à son pic. Et là, il est qu'à 3 courses depuis sa blessure et il fait 3e, c'est pas mal. Et c'est ce que je me dis aussi, c'est que je le vois pas un jour. Si je devais citer des noms que potentiellement je pourrais voir champion un jour, tu vois, genre je mettrais jamais son nom dans le truc, tu vois. Et au final, peut-être que s'il continue de progresser sans se blesser aussi, sans mettre la cabane sous le chien, et ben peut-être qu'on verrait un Jellic Saul un jour concurrencer pour un titre et peut-être gagner. Champion SX 250, Saul, je me dis peut-être, tu vois, parce que c'est un championnat court. Mais quand même. Quand même, j'aurais même pas, pas cité son nom. Genre, tu me demandes un pourcentage de probabilité. Après, tu vois, j'aurais pas trop cité Amaker non plus avant cette année. Et pareil, tu vois, il a. C'est vrai. Là, l'année prochaine, Amaker, pour moi, il fait partie des favoris au titre 250 Supercross, quoi. Ah ouais. En tout cas, voilà, bravo à Jellic Saul. Après, ils n'arrêtent pas de dire qu'il est revenu tôt de sa blessure et tout. Enfin, il s'est blessé fin novembre au tendon d'Achille et il est revenu fin juin ou mi-juin à High Point. Donc, c'est quand même 7 mois. Thomas, qui a repris la moto après 4 mois, tu vois. Oui, par rapport à un basketteur ou quoi, ça ferait tôt 6 mois pour Jellic Saul. Mais comme on en a déjà parlé, toi et moi, en dehors du podcast, un tendon d'Achille, quand tu reprends la moto, c'est quand même pas aussi violent sur ton articulation de la cheville que de courir et sauter. Et il revient d'une blessure qui n'est pas rien, mais dire qu'il revient en plus tôt de cette grosse blessure et tout. Et puis c'est pareil, tout dépend de la rupture aussi. Il revient d'une grosse blessure, c'est tout. Est-ce qu'on est sur une rupture complète pour les deux? Est-ce que c'est exactement, tu vois, chaque blessure aussi est individuelle un petit peu, quoi. Et puis chacun récupère aussi à son rythme. Je crois qu'on était sur une rupture complète. Thomas, c'est sûr que c'était une rupture, et je pense que Swall, c'était le cas aussi. On parle de Digan ou... Non, il est chou, le garçon. Là. N'empêche que Digan... Mais à chaque fois, Red Bun. Ouais, il a gagné que à sa rookie season. L'année dernière, c'était pas ouf, et cette année, c'était pas ouf. Apparemment, il est tombé aux essais et il s'était fait un petit peu mal. Il restait longtemps par terre. Chute aux essais, d'ailleurs, il a abîmé la banderole Alpine Star, fait chier. Et il s'est refait... Je crois que c'était la jambe, une béquille peut-être, ou je sais pas quoi. Mais et il s'est refait mal au même endroit, du coup, lors de sa deuxième chute en première manche, ce qui est la raison pour laquelle je pense qu'il était un peu à la traîne après la deuxième chute et qu'il n'avait plus la même combativité. Et malgré tout ça, en deuxième manche, et alors que tu as l'impression que la deuxième manche va être compliquée aussi, parce que pareil, j'ai trouvé qu'il faisait un début de manche un peu à la Sexton, tout comme Sexton, deuxième moitié de manche, au final, il a commencé à doubler les gars un par un et remonter deuxième, quoi. Donc, il montre quand même pourquoi il est champion en titre et leader du championnat, quoi. Ouais, c'est vrai que la deuxième manche était un peu plus encourageante que la première. Je trouvais qu'il roulait un peu au-dessus de ses pompes, justement, avant qu'il chute la deuxième fois. Et quand j'ai vu le coup de raquette comme ça, j'ai fait non, mais là, il la sauve pas, celle-là. Coup de raquette comme ça dans des ornières qui commençaient à tourner. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et il a fini pas possible. Cette fois-ci, non, ça n'a pas été possible. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais il est chaud de toute façon, quoi. C'est clair. Je pense qu'il roulait un peu énervé. C'est ça. Il roulait un peu énervé en première manche parce que un peu de douleur après les essais, parce que l'année dernière il n'a pas gagné Red Bud et qu'il a quand même bien envie de gagner Red Bud, parce que on se rappelle sa première année où il disait c'est bien de mettre un Américain sur la plus haute marche du podium parce que c'est un Australien qui n'arrête pas de gagner vu qu'il était en bataille avec Hunter Lawrence. Donc bon, tu sais que s'il pouvait un petit peu s'il pouvait monter avec le drapeau américain accroché et dire ici c'est Paris, non, du coup. il aimerait bien pouvoir le faire, Digan. Donc je pense qu'il avait peut-être un peu trop envie de bien faire et beaucoup d'erreurs. Et au final, en deuxième manche, où je pense qu'il avait un peu abdiqué,
à rouler juste comme il sait le faire, bah, ça a suffi pour faire une belle deuxième place, quoi. Ouais, j'ai un peu le même avis, que je pense qu'il se met beaucoup de pression, on va dire, pour celle-là, pas forcément de la pression de oula, voilà, mais juste à penser à gagner. S'il y en a une qu'il faut que je gagne, genre, faut vraiment que je gagne celle-ci et tout, parce que voilà, porter le drapeau américain fièrement et en parler, et voilà, faire des TikTok. Ouais, et au final, bah, c'est comme quand il prend un mauvais départ, bah, c'est là que purée, mais non, mais il faut que je la gagne, précipitation, et Cabane sur le chien. Ouais. Bon, c'est tout pour Red Bull. Bah écoute, je crois. Eh ben alors, on va en parler un petit peu. On va parler de ce Tom Vial et de ces rumeurs qu'on a pu entendre pendant une semaine là. C'est toi qui m'avais envoyé sur Instagram quand on a entendu parler comme quoi Tom Vial potentiellement retournerait en Europe l'année prochaine au HRC. En 450. En 450, bien sûr. En MXGP. Ah oui, il a plus l'âge pour aller en MX2. Et ce que le Big USA ne croit pas du tout, puisqu'il a commenté en disant que ça ne serait pas le cas. Et Tom Vial qui avait mis donc sur Instagram qu'il avait hâte de rouler à Southwick en 450. Donc laissant penser qu'il serait toujours aux États-Unis l'année prochaine en 450. Malgré tout ça, Lewis Phillips, qui est le journaliste Vital MX et qui avant était journaliste chez MX Vice en Europe, semble faire plus confiance à ses sources au HRC et croit que c'est rien. Il a dit qu'il en a parlé quand il en a parlé sur Twitter. Il n'a jamais dit que c'était signé, mais qu'il y avait eu des discussions. Et Steve Matthes avait du coup, entre guillemets, enquêté un petit peu et avait aussi semblé, d'après ses sources, ça semblait probable, quoi. Ben, moi, je pense, comme l'a dit Vial dans son interview sur le Big, justement, il lui a posé la question, alors, MXGP ou pas l'année prochaine et tout. Et il a dit, bah, comme vous en doutez, j'ai beaucoup de propositions, mais en gros, à ce jour, rien n'est fait, rien n'est signé. Donc, il n'a pas démenti en disant non, ça se fera jamais, et oui, c'est signé. Il a dit j'ai plein de propositions, donc moi je pense qu'il a eu oui c'est signé, il pourra pas te le dire tant qu'il est sous contrat chez KTM, mais je pense que il a eu la proposition de Honda, ça j'en suis à peu près convaincu. Et de toute façon, si on suit un peu les rumeurs du paddock MXGP, on entend que Honda, ils ont fait beaucoup de propositions à beaucoup de monde, hein. Oui, parce que Geyser aussi semblerait avoir eu un contrat revu à la baisse, et donc il aurait envie d'aller voir ailleurs, et donc peut-être il y aurait eu des discussions avec Conen et Erlings aussi pour du côté du HRC du coup. Et donc ouais, il demande un peu à tout le monde, et du coup les rumeurs diraient que Geyser toquerait à la porte de Yam, ou Yam toque à la porte de Geyser. Et Ducati. Ducati aussi? Ouais, ça j'avais pas vu ça. Je crois que ouais, Yam semble être la rumeur la plus favorisée, quoi. Mais c'est pareil pour un Geyser, tu vois, c'est un peu la sécurité, on va dire, d'aller chez Yam. On sait que la Yam, je pense on a vu Renault au début avant qu'il se blesse, elle fonctionne. Je pense que c'est mais puis voilà, il y a plus d'expérience, etc. Après, j'ai envie de dire quand MXGP, la Ducati, moi je la trouve quand même assez attirante comme moto en tant que pilote, parce que comme on en parlait plus précédemment, mais je verrais pas Stewart faire mieux sur une autre moto. Donc je pense pas que Stewart, tu lui donnes une moto d'origine, il ferait toujours 7. Stewart, il est 7 et il n'y a pas trop de concurrence en GP, il est 7, il est 7, c'est tout. Stewart, tu le mets sur une 125 Yam de 2002, il fait pas 7 en MXGP. Mais d'accord, tu donnes lui une Yam d'origine et il fait pas mieux, il fait pas moins bien. Non, mais bon, écoute, je sais pas, mais en tout cas, Vial chez Honda, ouais. Et moi, je me demande si son petit truc sur Instagram, c'est pas KTM qui lui a demandé de le faire, tu vois. Ah ouais. Parce que justement, tellement ça a enflammé la toile en fait sur les réseaux, il y avait que ça, Vial chez Honda, en MXGP, Vial chez Honda, etc. Alors que potentiellement, il y a toujours une offre de KTM qui est en cours. Il est sous contrat chez KTM, donc à ce stade-là, déjà affilié Vial sur la Honda, avec les Honda qui en 450 dominent le MXUS et tout. Je me demande si c'est pas KT qui aurait dit écoute, pour l'instant, tu es sous contrat avec nous. En plus, on a une proposition, il n'y a rien qui est fait. Donc, montre que, tu vois, voilà. Ou lui qui a voulu faire taire un peu les rumeurs, tu vois, je me demande. Parce qu'à la fois, c'est vrai que KTM qui lui dirait juste montre que tu es encore ici l'année prochaine et pas forcément sur une KTM. Je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Sinon, il aurait dit ouais, hâte de rouler ma KTM en 450 ici, tu vois. Donc, je sais pas. Ou alors, ouais, lui qui a voulu faire taire les rumeurs, mais bon. C'est étrange si la rumeur est vraiment là, tu vois, si tu as vraiment la proposition qui est faite et que rien n'est signé, tu hésites encore, tu sais pas trop, bah laisse la rumeur courir, quoi, en fait. Tu vois, genre, Et du coup, toi, en tant que fan du sport, pas forcément de fan spécifique de Tom Vial, mais
du sport, et je pense que tu es quand même supporter de Tom Vial en tant que Français, mais ça te ferait plaisir de le voir partir en MXGP? Parce que moi, je vais te dire un petit peu tout ce que j'en pense très rapidement, mais ça m'embêterait de voir Vial quitter le MX et le SXUS. Et en même temps, je le vois pas battre Jet un jour sur un championnat je suis désolé, mais de toute sa vie. Et peut-être qu'il le fera, hein, mais là, en 2025, moi, j'imagine pas Tom Vial battre Jet Lawrence. Et du coup, je me dis, il sera probablement jamais champion US 450. Conen, lui, aux dernières nouvelles, il projette quand même un jour de venir aux États-Unis. Donc je me dis que si Vial repartait en Europe, pilote numéro 1 chez Honda HRC, Erlings l'année prochaine, c'est sa dernière année. Geyser, il est encore très bon, mais il est quand même plus âgé et un jour il va finir par partir. Fèvre, pareil, déjà plus de 30 ans. Je me dis que gagner un titre MXGP pour Tom Vial, déjà l'année prochaine, je pense que je le verrai pour un prétendant au titre. Pas forcément le favori, mais un prétendant au titre. Et je me dis que champion MXGP un jour, c'est possible, tu vois. Je le vois plus que champion US 450 un jour, que ce soit SX ou MX. Du coup, d'un autre côté, c'est peut-être mieux de partir en Europe et d'essayer de gagner des titres que de rester aux US et d'essayer de faire 3, quoi. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? T'as un peu tout dit, hein. J'ai le même avis, c'est que moi je le vois pas non plus gagner aux US en 450. À l'heure actuelle, encore une fois, il pourra peut-être y avoir d'un seul coup une grosse progression comme un Cooper, hein, on en parlait. Ça se trouve, il va rester aux États-Unis et puis il va avoir une progression un peu lente, on va dire, comme un Cooper ou comme un Plessinger aussi, hein, qui est monté un peu en puissance. Bon, t'as l'impression que ça stagne un petit peu maintenant, Plessinger, que ça monte plus trop, mais qui a progressé comme ça. Donc c'est possible, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je le vois pas. C'est vrai que les 450, il y a du monde et tout, et je le vois pas battre ces mecs-là. Donc d'un point de vue de gagner, vaudrait peut-être mieux retourner à MXGP. Dans un sens, ça me ferait un peu chier parce que tu te dis, purée, ça fait un peu je fuis, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, un peu nul, quoi. Tu vois, t'as envie de voir le mec déter et aller gagner, voilà. Et là, ça fait un peu je fuis parce que, voilà. Parce qu'il y a des mecs, c'est parce que ça roule fort et que j'y arriverai pas ici. Et dans un autre sens aussi, tu vois, je me dis, ce serait un peu inédit. Non, t'as Osborne qui a fait beaucoup d'allers-retours, mais avec moins de succès quand il est revenu, quand il a fait ses allers-retours, il n'avait pas de succès, justement. C'est un peu pour ça qu'il Pourcel a fait ça aussi. Christophe Pourcel a fait une année de MX1, à l'époque ça s'appelait encore MX1, mais de 450 en championnat du monde sur la Kawa, avant de revenir sur Rusla Husqvarna aux États-Unis. C'est vrai, tu vois, je me souvenais même pas de. Et il avait fait Pourtant, j'ai suivi ces années 250 justement. Le problème, entre guillemets, pour Christophe Pourcel, c'est que je pense qu'il a fait qu'une année en MX1 et il a fait des résultats qui étaient décents dans mes souvenirs. Je crois qu'il a gagné peut-être un ou deux grands prix. Et je pense que s'il avait fait une deuxième et une troisième année, il aurait été un sérieux prétendant au titre, même si Cairoli était très fort à l'époque. Mais ouais, il a fait qu'une année en Grand Prix, puis après il est revenu aux États-Unis, donc il n'a pas vraiment pu prétendre pour le titre non plus, quoi. Dans un sens comme dans l'autre, hein, je pense que pour Tom Vial, repartir aussi en MXGP, ça demanderait une réadaptation quand même, dans une moindre mesure que je pense quand il est arrivé aux États-Unis, ou que Prado, qui là cette année arrive aux États-Unis, il retourne quand même vers quelque chose qu'il connaît de base, mais il retourne quand même quelque chose à laquelle il n'est plus habitué, quoi. Oui, bien sûr, et il en a fait moins aussi que les autres. On dit que les terrains sont différents quand tu viens aux États-Unis, donc dans le sens inverse, c'est aussi ça, mais après, c'est quand même ce qu'il a roulé. Donc je pense que ça reviendrait quand même un peu plus naturellement, mais c'est sûr que c'est pareil. Enfin, je veux dire, là, t'as Conen, puisqu'il y a aussi une autre rumeur qu'il y aurait les deux Conen en MXGP l'année prochaine, paraît-il. Oui, mais enfin, comme voir un premier Conen monter. Enfin, moi, quand il est monté, je me suis dit, mais quoi, c'est parce que c'est la dernière année, il fallait en placer un là avant qu'il parte aux États-Unis, puisque la rumeur c'était ça de base. Et que du coup, pour moi, c'était bon, on s'en fout complètement du titre MXGP. Écoute, c'est histoire de faire une saison en plus, et après, de toute façon, tu t'en vas. Donc, tu vois. Ouais, mais enfin, l'écart de niveau entre Lucas et Sacha, je le vois plus grand que l'écart de niveau entre Jet et Hunter. Hein. Oui. Donc, et puis Sacha, niveau gabarit et âge, enfin ils ont le même âge les deux, mais niveau gabarit, il est quand même beaucoup plus petit et menu. Enfin, malheureusement, les commentateurs, que ce soit à la télé ou les speakers sur les Grands Prix, ils aiment bien quand même nous rappeler à chaque fois et qu'il est petit. Mais pas tant la taille, parce que Carmichael était petit aussi, hein, ça l'a pas empêché de tout gagner sur une 450.
mais il fait quand même aussi assez fin. Et à l'heure actuelle, il domine pas en MX2, donc pourquoi le faire monter en MXGP, tu vois? Bah, il n'a pas dominé non plus Lucas en MX2 l'année dernière. Il n'a pas dominé au point, mais je crois qu'il a gagné plus de Grands Prix que De Wolf. Il a gagné plus de courses que n'importe quel autre pilote l'année dernière en MX2. Et il n'a pas gagné le championnat, mais la deuxième moitié du championnat, il l'a un peu dominé quand même, quoi. C'était un peu lui contre lui, et quand il gagnait pas, c'est parce qu'il se croûtait. Ouais. Bon, en tout cas, Vial, je me dis donc inédit. Alors du coup, non, finalement, pas tant que ça. Mais après, pour un pilote de ce calibre, j'ai envie de dire si, parce que un peu Christophe Pourcel, je ne sais pas s'il était champion en titre quand il est parti en Europe. Tu vois, il avait déjà fait une première année. 2011 peut-être. Tu sais, il était sur la Yamaha Moto Concept, même que DV était team manager là, à l'époque. Ils avaient fait. Donc ça, c'était avant de repartir pour l'outdoor. en GP. Il me semble que ça, c'était avant de repartir en Grand Prix. Ah oui, et puis il était en plus sur Niam en 250 aussi. Il a été en 250, non? Sur la YAM Moto Concept ou 450? Non, que en 450. Ok, donc il n'avait pas eu de guidon. Ah oui, mais c'était ça l'histoire. Parce qu'il était pilote Pro Circuit, mais Pro Circuit n'a pas de 450. Non, surtout qu'il y avait Villopoto déjà en 450 et que je crois que c'est Villopoto qui disait je veux pas de Pourcel en teammate. Oui, ça c'est les trucs dont on a. C'est Christophe Pourcel qui avait raconté ça dans une interview. Enfin, à quel point est-ce que c'est vrai ou pas, on saura jamais, c'est pareil. Oui. Jamais t'entendras Villopoto dire ah oui, j'ai dit que je voulais pas de Pourcel en teammate, tu vois. Ouais. Puis tu vois, j'entendais DV dans le Tox Moto de je sais pas il y a 2 ans, comme quoi c'était Kawasaki qui avait envoyé Villopoto en Europe parce qu'il voulait plus de lui, il voulait signer Tomac. Et moi j'ai entendu dans Gypsy Tales du vice-président du marketing chez Monster, comme quoi, au contraire, Kawasaki voulait pas le lâcher parce qu'il avait encore 1 an de contrat et qu'il voulait qu'il honore son contrat, et que Villopoto voulait prendre sa retraite, et qu'à un moment donné, il lui a été proposé d'aller voir comment ça se passe en Europe et de faire, et qu'il s'est dit ah bah ouais, pourquoi pas, ça me tente, tu vois. Donc bon, tu vois, après, laquelle des 2 histoires est la vraie? Ouais, c'est toujours 2 points de vue, de toute façon, quand ça engage au moins 2 personnes. Mais je voulais juste revenir aussi sur un truc à la base. Ah ouais, t'as vu que je crois que c'est Gypsy Tales aussi qui a posé la question à Roxen. Je suis pas sûr que ce soit Gypsy Tales, mais bref, qui lui a posé la question à Roxen sur Digan. C'était Adam Cianciarulo et Justin Brayton, non ? Oui, voilà, tout à fait. Et qui lui demandait du coup ce qu'il pensait un peu de Digan, de son comportement, et voilà, et qu'en gros il a dit que je sais pas si je traduis bien, quoi, mais qu'il fallait en gros peut-être arrêter un peu ça, ces trucs futiles là, parce qu'en 450, c'est pas les 250, et qu'il pourra moins s'amuser. Faudrait être un peu plus concentré que ça, quoi, s'il veut performer en 450. Et que ça va pas les atteindre. Il disait que en fait les pilotes 450 ça n'ont rien à faire de ces pitreries, que eux justement sont concentrés et que ça les atteindra pas, effectivement. Et t'as vu le commentaire d'Igan du coup? Non, il a commenté ce podcast là, il est vraiment partout, il passe sa vie sur les réseaux, lui, ce garçon, je crois. C'est un jeune il a quoi, il a 18, 19 ans 19, ouais. Donc, c'est une dinguerie, mais c'est le seul que tu vois comme ça vraiment sur tous les posts. Le mec, t'as l'impression il est pas abonné à eux, et il voit tout ce qui se passe et tout. Quand il se fait identifier, visiblement il les voit, il va dessus. Mais tu peux être sûr que même si lui il est pas sur les réseaux ou quoi, H24, il y a quelqu'un qui lui envoie. Et du coup, lui, après, il dit ah ouais, bah vas-y, j'y réponds. Et du coup, il a mis #2son. C'est mon deuxième fils. En parlant de Roxen. Ok. Et il s'arrête pas, il attaque tout le monde, mais je me dis, mais comment tu peux faire ça? Jusqu'à Savachi, jusqu'à. Genre tout le monde, tu vois, c'est une dinguerie. Genre, je me dis, mais comment tu peux après aller dans les pits tous les week-ends, c'est ta vie, et passer à côté de ces gens-là, du coup, tu leur dis même pas bonjour, tu vois, c'est quand même mieux quand ça se passe bien, tu vois, tu te serres la main, hop, salut, tu t'échanges 2-3 mots, tu vois, cordial, sur un terrain. Puis surtout des mecs que tu connais pas, parce que j'imagine que du coup, avec Roxen et tout, ils sont ni potes ni ennemis, tu vois, et du coup, il se met tout de suite dans une posture où on va pas être potes parce que je te taille sur les réseaux, c'est une folie, et du coup on se croise dans les pits. Alors que Roxen donne juste un point de vue où il attaque pas la personne de Digan, tu vois, il donne juste son opinion sur ce qu'il fait et comment ça va transitionner en 450. Mais je me dis comment tu peux être bien en fait, il est vraiment dans après son sa famille. Il a besoin de cette négativité des autres pour performer, pour le motiver, j'ai l'impression. Donc il s'assure d'avoir des haters pour pouvoir avoir de la motivation, peut-être. Mais j'allais dire un truc à ce sujet-là. Bon, c'est pas grave. Moi, je voulais parler, sinon, au-delà des rumeurs de Tom Vial, du coup, en MXGP. Mais du coup, tu penses que ça va... on n'a pas informé, mais à ton avis, plus probable qu'il retourne en Europe ou qu'il reste aux États-Unis?
Moi je pense qu'il va quand même essayer en 450, tu vois, aux États-Unis, qui va peut-être se servir un peu des offres justement qui ont été faites un peu partout pour augmenter un peu son salaire chez KTM, parce qu'apparemment l'offre elle était quand même bien moindre de KTM comparée à Honda. Ce qui ferait peser quand même dans la balance. Mais à côté de ça, je crois qu'en tout et pour tout, à la fin de l'année, quand tu fais les bonus, les sponsors et compagnie, tu t'y retrouves aux États-Unis, peut-être mieux même du coup qu'en Europe, malgré une différence de salaire entre le... Je pense que tu fais 3 toute l'année aux États-Unis en 450, tu gagnes plus d'argent que si tu es champion du monde en MXGP. Voilà. À mon avis, mais je me trompe peut-être. Donc, mais bon, du coup, ça se questionne quand même parce que Vial potentiellement serait pour jouer un peu le titre aux États-Unis, en Europe. Qu'aux États-Unis, jouer 3, ça va être dur. C'est pareil, il ne faut pas s'imaginer si tu es Tom Vial que dès 2026. Ça va être dur aussi, mais voilà, je vois gagner quand même quelques grands prix et finir sur le podium final. Un prétendant au titre, mais derrière Geyser, Konen et Fèvre, quoi. Ouais. Et donc, Renault même, éventuellement. Et donc, moi, je pense qu'il va tester quand même l'aventure aux États-Unis, peut-être avec un salaire un peu moindre. Mais voilà, pour voir, parce que c'est quand même du supercross. Enfin, voilà, et puis au final, il a mieux performé aux États-Unis en supercross qu'en motocross, même si les performances ne sont pas dominatrices et que du coup, tu te dis pas, ok, c'est bon, en 450, ça va être plus dur, mais ça va le faire, tu vois. Mais je pense que, quand même, tenter l'expérience en 450, en supercross, en motocross. Et je pense que voilà, même pour lui, c'est bien de le faire, de le voir. Et effectivement, si c'est dur et qu'il y a trop de lacunes à combler et que pour lui, c'est plus évident du coup de retourner en Europe, à faire ce qu'il sait faire et se perfectionner sur ce qu'il sait déjà faire de bien pour aller chercher effectivement des titres et être un meilleur pilote encore de motocross uniquement, ensuite retourner, pourquoi pas, en Europe. Mais au moins, il n'aura pas de regret de ne pas avoir touché au SX 450 ou au MX 450 aux US. Ouais, je suis d'accord. Moi, je le vois. Moi, c'est ce que je conseillerais de faire, même s'il y a un peu moins d'argent derrière. Surtout si c'est pour rester aux États-Unis, chez KTM, tu vois, dans une structure usine. Et pas, voilà, tu m'aurais dit, par contre, il va chez Phoenix Honda ou chez Club MX. Bon, même si, voilà, Club MX, ça roule. Hein, ils ont un bon spot d'entraînement. Ils investissent quand même. Des coachs qui viennent, etc. Et des pilotes qui roulent bien et tout. Mais voilà, je me dis... Si tu l'enlèves de cette sphère justement déjà bien carrée, alors bon, je pense qu'il la perdrait s'il allait chez Phoenix Honda et pas chez Club MX pour le coup, mais tu lui donnes du matériel voilà, un peu moins performant. Je dirais, vas-y, retourne en Europe avec une moto-usine et va pour gagner le titre. Mais là, teste aux US et vois après. Et puis, peut-être que si tu es Tom Vial, tu te dis que, et tu sais, je sais pas, nous on sait pas, mais peut-être que lui il sait que ses performances en outdoor elles sont pas aussi bonnes qu'espérées parce que la moto elle est peut-être pas aussi compétitive que d'autres sur le plateau et que c'est un désavantage qui va être diminué en 450 et que du coup tu crois en tes capacités à rouler encore mieux devant en 450. Enfin, tu vois. Hampshire, il serait resté en 250. Je ne le voyais pas faire mieux non plus que Tom Vial cet été, même si Tom Vial, c'est un peu en deçà de ce que je pouvais espérer. Hampshire, je l'aurais vu derrière ça. Peut-être qu'il aurait fait mieux, mais j'ai envie de dire que hiérarchiquement, il devrait être en dessous en 250. Et au final, quand tu vois ce que fait Hampshire en 450 là, c'est vrai que ça laisse quand même de l'espoir pour Tom en 450 l'année prochaine. Ouais. Et puis c'est vrai que quand tu l'entends encore dans ses interviews, c'est vrai que Digan... la YAM, elle fonctionne au départ à chaque fois et tout. Il est là, je me dis putain, encore une fois, je suis KTM, ça me plaît pas d'entendre ça parce que moi, franchement, j'entends bien me dire ça. Je vais pas t'acheter une KTM, hein, mec. Même si encore une fois, c'est pas les mêmes, c'est moto usine et tout, mais ils sont payés des millions pour nous vendre des motos stock, pas des motos d'usine. Donc, ouais. Bon, écoute, c'est tout. J'avais d'autres sujets de conversation, mais on les gardera pour l'épisode 46. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à MGT Design et MGT Design Racewear. N'hésitez pas à les contacter sur Instagram pour les demandes de kits déco et de tenues 200% perso. Et ils sauront vous satisfaire. On vous dit à la semaine prochaine où on parlera notamment du motocross du coup 2000 et on parlera du fait que j'aimerais bien voir Dylan Ferrandis sur une Ducati en 2026. Voilà, allez, à plus.